Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette BO News numéro 14, 15, 14 ou 13, 18, 13, 12, 22, 14. Mais déjà beaucoup. C'est déjà pas mal, franchement, on est bien. J'espère que vous allez toutes et tous bien, déjà. Parce que c'est bien d'aller bien. Et Ça toi, va. Voilà, c'est le plus important. Le problème, qu'à chaque fois que je dis ça va, tu connais l'origine de l'expression ça va? Non. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Mais allez, vas-y, moment culture pour commencer l'émission. Alors, je sais pas si c'était Louis XIV, c'est la cour du roi globalement. En fait, c'était littéralement le transit. On demande au roi s'il allait bien. C'était bien aller aux toilettes, en fait, ça se passait bien parce que c'était signe que ça. Quand ça va, ça va. Parce que quand ça va pas, ça va pas. J'ai une autre anecdote qui me vient, mais je peux pas la raconter en live. Maintenant, vous ne verrez plus jamais nos conversations classiques. Salut, comment ça va? De la même façon. Bienvenue dans mon monde. On va plus se demander la même chose. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Du coup, chez vous. Moi, ça ne te regarde pas. On vous voit arriver dans le chat, donc on dit déjà bonjour à Elderek qui était là tout à l'heure. On a vu Oussama qui est fatigué qui est là. On a Ludinat, notre championne. Elle est venue. Ouais. Elle a dit Prums, je veux gagner le jeu de ce mois-ci. On a des nouveaux qui arrivent, regarde, on a Patotem et Genedila. Alors si je prononce mal les pseudos, pardon, mais du coup on a des petits nouveaux qui arrivent à chaque émission, donc ça c'est cool. C'est bien. Aujourd'hui, de quoi on parle? On va parler d'abord de la Sortie du mois. Avec Puerto Banana. On va enchaîner avec notre bulletin météo parce que au mois de mai, enfin fin avril, mai, il va se passer pas mal de choses. Super la météo en ce moment, merci. Aujourd'hui, on est bien. Il y a plein d'événements qui se passent, vu comme c'est la fête du jeu au mois de mai, il y a énormément de festivals et de salons. On va aussi accueillir non pas un, mais deux invités aujourd'hui. Cathy, alors j'espère que je vais pas me prononcer mal le nom, parce que vous la voyez pas, mais moi je l'ai dans l'oreille. Est-ce que je dis Signard, ça marche? Un suignard. Suignard. Bon, c'est bon, elle a dit oui. Donc ça va. Et Damien Denou, donc on vous les verrez tout à l'heure pendant l'interview. Et puis on fera le quiz. Des Bon, ça va, il a validé aussi, tout va bien. Et puis on finira avec notre quiz. Et si on est tout bon en régie, je pense qu'on peut commencer. Pardon. Comme ça. Bon, petit jingle alors du coup. Sortie du mois, Puerto Banana. Hop là, alors faut mettre dans le sens normal du... Oui. Alors, la sortie du mois, effectivement, chez Blue Orange, la seule et unique sortie du mois d'avril, c'est Puerto Banana. Puerto Banana, on est sur un jeu qui se joue à partir de 10 ans, 2 à 6 joueurs, pour une partie d'environ 15 minutes. C'est un jeu de Mats Emils Christensen, qui, comme son nom l'indique, est... Suédois, danois. Danois, ouais, c'est très danois, les Jensen. J'avais des chances sur 3, quoi. C'est un auteur danois qu'on avait rencontré à Essen il y a 1 an ou 2. Je crois que c'était Essen 2020. Et il vous montrait ce jeu-là? Et il nous a montré ce jeu-là à ce moment-là, effectivement. Puerto Banana, c'est un jeu compétitif, d'enchères, mais avec un côté party game, parce que c'est pas un jeu, entre guillemets, d'enchères pour puristes, où la pure logique mathématique et le ratio gain-dépense vous fera gagner la partie. Il va falloir essayer un peu de comprendre ce que font vos adversaires pour essayer de miser par rapport à eux. Et c'est là où ça devient du grand n'importe quoi. Parce que, voilà, on a fait une vidéo... oui, regardez notre live qui est en replay. En live qui est en replay, effectivement. Voilà, ça part dans les tours sans qu'on comprenne pourquoi il n'y a pas de logique. Ah regarde, c'est fou. Le bot, il a déjà mis le lien. Vous pouvez retrouver du coup la partie filmée qu'on a fait en live, en replay. Ah, l'AI dans les milieux de jeux de société, pardon. Donc, dans Puerto Banana, votre objectif, il est simple et pas compliqué à la fois. Votre objectif, c'est d'être la personne qui a le plus de bananes à la fin de la partie. Fin de la partie qui est quand quelqu'un a 200 bananes ou plus dans son cargo. En général, c'est la personne qui l'emporte, mais pas forcément. C'est pour ça que je précise un petit peu. L'idée, c'est qu'à chaque tour de jeu, il va y avoir un conteneur de bananes qui va arriver. Chaque joueur, chaque joueuse a son petit... bateau banane, ils sont tous différents, Santa Banana, etc. On a un stock de bananes, donc tout le monde commence avec 10 bananes dans son stock de démarrage, et à chaque tour, c'est la valeur la plus haute de stock qui est le contenu du conteneur qui arrive. Vas-y. On va faire un petit exemple. Donc là, tout le monde va miser secrètement sur sa partie blanche, combien, quelque part, la mise qu'elle souhaite effectuer pour gagner ces 10 bananes. La petite astuce, c'est que la plus grande mise va remporter le contenu du conteneur, mais devra payer la différence avec la seconde mise, à la seconde mise, justement. Donc il va falloir essayer d'aller au plus juste pour gagner le contenu, mais de ne pas avoir une trop grande différence avec le deuxième pour pas devoir lui payer trop de bananes. Du coup, c'est un jeu d'enchères où c'est pas même intéressant d'être deuxième, au final.
Oui, Parce qu'on récupère des choses. si c'est deuxième à une distance intéressante, c'est bien. Alors, petit exemple en image sans concertation. Voilà, est-ce qu'on fait une ouverture De toute façon, c'est un jeu où Mathieu est très bon et pas moi. Donc pense à ce que tu veux mettre et rajoute 50%. J'étais meilleur à Scorfen. Donc, quand tout le monde a noté sa mise, on révèle. Bum. Wow. Oh, elle n'a pas fait la fifole. Alors, ici, Finalement, exemple concret. Alors, c'est un jeu où il y a deux solutions. Un, vous avez quelqu'un autour de la table qui est super à l'aise avec les calculs mentaux. Au début, ça va, c'est pas violent, mais forcément, après, ça va de plus en plus. Ce niveau-là, ça va, Ce je pense niveau-là, que je ça- devrais réussir. Donc, si on prend l'exemple, là, en calcul mental, on se débrouille. Donc, Cyrielle a 25, c'est la plus haute mise. Elle gagne les 10 bananes. Elle doit me payer la différence 25 moins 23. Elle doit me payer 2 bananes. Donc, je me retrouve avec 12 bananes. Tu te retrouves avec 18 bananes. S'il y a personne qui est à l'aise avec les maths autour de la table, C'est moi. il y a une petite tête de jeu au dos pour décortiquer le calcul. On va mettre la mise du premier, la mise du deuxième. Voilà, on pose les calculs. Donc, il y a une différence de 2. La première, du coup, elle avait 25. Elle gagne 10 et elle perd 2. Et on se retrouve sur... Pas 25, là. Ah oui, c'était pas 25, c'était 10 ton stock. Hop là. Elle se retrouve avec 18. Moi, j'avais 10 en stock. Je gagne 2. Et je me retrouve avec 12. Oui, Voilà. c'est vrai que oui, c'est très malin cette petite aide. Je suis d'accord. Pour les premiers tours, après, une fois que vous avez compris la mécanique, ça va venir vraiment tout seul. Et voilà, soit quelqu'un est à l'aise et vous pond le truc parce que dans nos entourages, des On a fois, il y toujours a quelqu'un qui toujours aime cette personne. C'est évident, ça fait 72. On le laisse faire en général, cette personne-là. Sinon, voilà, il y a cette petite tête au dos. Et donc, voilà, là, c'était la première manche. Cyrielle a 18, c'est le plus gros stock. Donc, la deuxième manche, on commence avec 18. Donc, plus vous avez progressé dans la partie, plus ce qu'il y a à gagner au centre est important, ce qui fait que vous n'êtes jamais vraiment à la ramasse. Vous pouvez, si on ne peut pas payer la différence, qu'on est premier et qu'on ne peut pas payer la différence avec le deuxième, on perd l'intégralité de son stock, sauf à 2 joueurs. C'est la seule petite astuce à 2 joueurs, parce que sinon la partie peut durer. J'avoue, ça pourrait être très long. Donc voilà, Puerto Banana, un party game d'enchères, on peut l'appeler ça, ou un jeu d'enchères fun, avec des mathématiques, on garde la partie mathématique des enchères, mais qui peut vraiment partir très loin dans les délires, parce qu'il va y avoir un petit côté The Mind. À un moment donné, on est sur du... On essaie de deviner ce qu'ont pensé les autres, et ça va jouer des fois rien, soit on va mettre la même chose, alors concrètement, c'est pas basé sur de la pure logique. Ça joue jusqu'à 6 joueurs et sinon ça devient plus intéressant parce que là on n'avait que nous deux à prendre en compte, mais plus il y a de joueurs et plus du coup on essaie de réfléchir à comment les autres vont essayer d'enchérir, sachant que selon le type de joueur, si vous jouez avec Timothée et Mathieu par exemple, ils vont monter très très haut, donc il va falloir les suivre et puis jusqu'à un moment donné où ils vont dire eh ben non. Et hop là. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait c'est surtout les sensations que ça procure autour de la table. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que voilà, ça y a ce côté jeu d'ambiance où en fait on va s'amuser, clairement, en fait. On va essayer de gagner, bien sûr, mais il y a cette idée de vouloir un peu challenger les autres et puis de se challenger soi-même. Un petit moment, quand on révèle, on va nous quoi Pourquoi t'as mis autant? Ça n'a aucun sens. Mais oui, ça n'a aucun sens. C'est ça. Et comme tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait tout perdre, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de partie pour vous, parce que vous aurez forcément l'occasion à un moment donné de pouvoir vous refaire et de revenir, en fait, dans la compétition. Vous n'êtes pas éliminé du jeu, vous êtes plutôt éliminé du tour en cours. Oui, mais vous pouvez revenir le tour d'après et essayer de gagner l'enchère suivante. Comme les bananes à gagner augmentent de plus en plus. Parce en gros, soyez à 0 jusqu'à la fin, et dès qu'il y a une grosse du coup, ça augmente enchère, de plus en plus. Donc voilà, vous pouvez revenir en jeu. J'ai déjà gagné une partie en étant tombé à 0. À un moment donné, c'est pas gênant. Alors que moi, j'ai pas gagné de partie. Mais ça, c'est un jour viendra. Et bah c'est tout bon. C'est tout bon pour la sortie du mois. Donc on vous le redit, on a nos vidéos explicatives, on a également un live qui est filmé, et on a un jingle qui est parti avant. Le jingle qui est parti. Le bulletin météo. Oui, alors... Alors, il a gelé cette nuit. Oui. Je suis pas très content pour mes fruitiers, je peux vous le dire. J'espère que j'aurai des pommes quand même. Alors, au mois de fin avril, puisqu'on était quand même déjà bien entamé, et au mois de mai, il va se passer pas mal de choses en événements. Alors, on va commencer tout de suite avec, c'est le... Non, pas ce week-end, là, le week-end d'après. On commence avec les festivals des jeux à Colombier, qui est donc... C'est ce week-end, hein. Attends, non, on est combien C'est ce week-end. C'est ce week-end. Si, j'ai rien dit. Écoute, moi, je suis nul en date. C'est marqué, là. Donc, le 27 avril, vous avez le festival à Colombier. Le même week-end, vous avez aussi à Faucheton et Détruqué à Contrisson.
C'est bien parce qu'en même temps, je découvre où sont placées les villes. C'est fou. Mais il paraît que c'est dans la Meuse. Vous avez également le salon du jeu à Château-Salin. Donc effectivement, il y a plein d'événements ce week-end. Ensuite, le 3 et 4 mai, vous avez les 24 heures du jeu à Florac. C'est également l'alchimie du jeu à Toulouse, du 3 au 5 mai. Ça me perturbe, les gars, parce que vous ne mettez pas les mêmes choses qu'il y a sur la carte et là. Ensuite, vous avez Gun the Game. Gun the Game. Gun the Game. Ah, Gundershofen. J'ai failli dire Gun the Games. Ça sent le truc en Alsace, je pense. Ah, Gun the Games. Ah, j'avais Ouais. bonne prononciation. À Gundershofen. Et du coup, en même temps, à Saint-Marc-en-Poulet. Non, Saint-Pierre-Marc-en-Poulet. Saint-Père. Marc-en-Poulet. Regarde, c'est en train de s'afficher. Saint-Père-Marc-en-Poulet, du coup, avec plein de poulets. C'est du côté de chez notre invitée pas secrète. Pas secrète. Chez Cathy qui, du coup, voilà, nous a donné l'information. Voilà. Et vous aurez des tables de jeu. Et qui sera sur place. Ouais. Si Et vous vous voulez aurez lui des jeux demander Blue-Orange à des découvrir. dédicaces et des autographes, c'est l'occasion. Ensuite, nous avons aussi, alors je reviens sur l'alchimie du jeu, donc comme je dis, il y a 3, 4 et 5 mai, ce sera du coup la sortie de Next Station Paris, donc ça va être chouette, vous pourrez venir le découvrir en physique, sachant que le jeu est déjà jouable en alpha sur BGA. Oui. Vous aussi pourrez venir jouer en avant-première à Presse Patate, qui est une de nos sorties du mois de juin. Vous pourrez d'ailleurs aussi jouer côté banjo à Link City, qui sera aussi en avant-première, puisque lui il sort pareil au mois de juin. De l'équipe de Blue-Orange, chez Lisa et Clémence, qui sont nos collègues du service événementiel, qui seront présents sur place, donc pour aller les rencontrer et vous faire expliquer les jeux ou même Et juste leur demander papoter des avec elles. autographes et des dédicaces. Oui, voilà. Aussi. Elle nous, voilà, c'était écrit en petite ligne. Si vous voulez leur demander des photos, des autographes, c'est tout à fait possible. Donc ça, ce sera pour l'alchimie du jeu. Et il y avait un autre salon plus tard dans le mois de mai, mais je n'ai plus l'info. Donc, quoi ? Ludilac à Annecy, Ludi. le week-end d'après. Voilà. Le week-end d'encore après. C'est ça, Ludilac à Annecy, donc 16, 17, 18 Ouais. et 19 mai. Waouh, 4 jours, trop bien. Et bah, je crois qu'on a fait le tour des événements De la météo. de la météo de jeu. De toute façon, on met toujours les infos sur nos réseaux sociaux si jamais, donc n'hésitez pas si vous avez un petit doute et si vous voulez savoir quel jeu Blue-Orange vous pourrez découvrir près de chez vous. Et bah, on vous répondra avec plaisir. Et là, c'est bon, tu peux envoyer le prochain jingle. C'est invité du mois, c'est Cathy Finard et la de nous. Et oui, on a 2 invités que normalement vous voyez enfin et que vous entendez. Donc le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous entendez tout bien. Très bien le passage, je crois que c'est pour toi ça, je crois. Merci Mathieu, c'est gentil. Donc nous avons Cathy Suignard et Damien Desnoux qui sont là avec nous aujourd'hui pour parler du métier de ludicaire. Un sujet que vous maîtrisez bien. Du coup, on va pouvoir apprendre à découvrir ce métier puis apprendre à vous connaître vous. Donc bienvenue déjà à tous les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est cool de vous recevoir aujourd'hui. Donc dans le chat, n'hésitez pas. Si déjà vous avez des questions, on peut commencer à les préparer. Comme ça, on va pouvoir vous poser des questions aussi. Présentation peut-être. Eh bah oui. Justement, ma première question, c'est toujours ça en général, c'est de pouvoir un peu en apprendre plus sur vous. Bon, je vais faire honneur aux dames aujourd'hui et je vais proposer à Cathy de se présenter en premier. Qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu travailles ? Bonjour tout le monde. Alors, je suis ludicaire depuis 24 ans à Dinan, hein, qui est une petite ville à l'entrée de la Bretagne. On n'est pas loin du Mont-Saint-Michel, pas loin de Saint-Malo. Enfin, un endroit beau, super comme cadre. touristique si vous voulez passer de belles vacances cet été. Il y a plein de choses à découvrir par chez nous. Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon métier, sur ma vie? J'ai des parents qui étaient pas du tout joueurs, donc j'ai vraiment découvert le jeu une fois que je suis arrivée à la fac en fait à Jussieu à Paris. C'était dans les années 90, c'est de là que sortait Magic, donc je suis tombée dans la marmite de Magic, et puis j'allais de moins en moins sur les bancs de la fac. De plus en plus à l'œuf cube. Et puis pas très loin, il y avait aussi la première boutique de Patrick de Loya qui faisait venir les premiers jeux de société d'Allemagne. Donc ça a été une sacrée claque, une sacrée découverte. Et à partir de là, je suis plus jamais repartie et je suis la fac au grand désespoir de papa et maman. Donc j'ai fait beaucoup de Magic, j'ai fait un peu de figurines Warhammer.
Et puis à un moment donné, je me suis dit que je pouvais peut-être en faire mon métier. Donc on s'est dit avec mon mari à l'époque, ben, allez hop, une petite ville en Bretagne et on s'installe et c'est parti. Et depuis 24 ans, donc j'ai cette petite boutique qui a bien grandi. Et le jeu de société qui a complètement explosé. Hein. C'est impressionnant en 25 ans comment le monde du jeu a vraiment évolué. Et puis c'est un bonheur de travailler avec des collègues qu'on a découvert au fur et à mesure. Il n'y avait pas peu de boutiques à l'époque. C'était ultra masculin aussi, mais je remercie quelques collègues qui m'ont vraiment aidé, dont Bruno, le fondateur du Passe-Temps à Toulouse, qui était vraiment génial pour me coacher au début. Puis après, bon, voilà, il s'est passé plein de choses en 25 ans, le groupement des boutiques ludiques et plein de choses dont peut-être on va parler. Oui, t'inquiète pas, on va revenir sur le sujet, mais ça nous permettait un peu de situer pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore. Je vais poser la même question en fait à Damien pour qu'on puisse aussi avoir toi une petite présentation. Alors donc du coup moi c'est Damien, donc je suis responsable de la boutique Sortilège à Nantes. Du coup moi je joue depuis un peu tout le temps, un peu tout seul au départ et après jeu de cartes, belote et échecs, et puis après au collège je découvre les jeux de rôle. Donc là je plonge dedans, plus première boutique du jeu de société, à savoir la boutique Sortilège ouverte à Angers au départ. Donc là je rencontre Lucie Marie qui était la fille du patron, Jean-Marie, qui avait fondé cette entreprise. Et puis de fil en aiguille je suis devenu habitué. De habitué je dépannais, j'étais un peu animateur, après j'ai fait un mi-temps, après j'ai fait un temps plein, après j'ai été à Nantes pour prendre en charge la boutique. Donc et puis là maintenant je commence à monter aussi sur d'autres sujets par rapport au réseau Sortilège. Donc voilà, ça a été très vite, c'est-à-dire que ça fait 20 ans aussi que j'y suis. Donc tu voilà, ça commence à faire. Tu les fais pas. 20 ans aussi, dis donc, t'es plus un... non, je suis plus un... Non, mais c'est marrant comment, en fait, c'est ça, moi j'ai évolué avec ce milieu qui a évolué aussi, quoi. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment un passe-temps un peu de placard, entre guillemets, et puis après, c'est devenu de plus en plus à la mode et connu, et puis et voilà, quoi. Donc j'ai eu la chance d'être là au bon moment, et puis de suivre cette évolution, et de me faire aspirer par Sortilège, et puis d'y rester, parce que du coup, on y est bien. Donc voilà. C'est bien, je vois déjà des questions pour la suite en parallèle, parce que du coup, je ne savais pas depuis combien de temps vous étiez dans vos fonctions respectives, mais déjà depuis un bon moment, donc ça c'est chouette. La question on ne voit pas notre teint, on est magnifique. Ça conserve. Ça préserve le jeu. Ma première question, en fait, vous y avez déjà un petit peu répondu, c'est je me dis en fait comment on vient à devenir ludicaire. C'est quoi ludicaire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire ludicaire? Très bonne première question. On est entre nous, on sait très bien qu'est-ce que c'est un ludicaire, mais voilà. Comment on quel est peut votre définir, métier? comment on peut définir Quelle est votre définition de ludicaire, à part vendeur de rêves et de bonheur? Je dirais passionné à la base, parce que c'est un métier qui n'existe pas. Déjà, le terme ludicaire n'existe pas dans le dictionnaire. C'est un terme qu'on a inventé entre nous. Enfin, c'est François Descamps qui l'a imaginé. Et puis, on a gardé le terme pour définir notre métier. Mais on ne fait pas d'études pour devenir ludicaire. Donc, c'est vraiment des personnes passionnées qui font ce métier, l'envie de transmettre le plaisir du jeu. Je pense que c'est comme ça. Je définirais avant tout le métier de ludicaire, c'est passionné. Après, une fois qu'on est dans la boutique, c'est plus le même topo. Il ne suffit pas d'être passionné. Il y a d'autres trucs à faire. Il y a d'autres choses à faire, ouais, c'est ça. Tu te rends compte que ludicaire, ça regroupe un peu tout ce qui existe dans des services, dans des grandes entreprises. Tu vois, le service com, c'est nous. Le service logistique, c'est nous. Le service presse, c'est nous. Enfin, tu vois, on est souvent des petites équipes. Enfin, tu vois, moi j'ai la chance, on est 5. Mais après, les ludicaires, il y a pas mal de personnes, c'est des personnes seules dans des magasins qui doivent tout gérer, à savoir le conseil, l'approvisionnement, la vente, faire les commandes, s'occuper de faire les vitrines, les relations avec les partenaires et choses comme ça. Donc c'est un truc qui fait que on est pas mal occupé sur plein de tableaux qui sont souvent des choses qui sont pas visibles parce qu'elles sont en backup, parce qu'on a l'impression que ludicaire, on passe notre temps à expliquer des jeux et puis à tester des choses comme ça. Mais en fait, il y a
tout ce qu'on met autour en place pour pouvoir faire que cet accueil, ce conseil, ces propositions de jeu soient la plus optimale possible pour le client et puis pour nous, quoi. Puis il y a toute cette partie aussi, je me dis, de vous tenir au courant de qu'est-ce qui sort, de qu'est-ce qui pourrait convenir aux personnes que vous accueillez. Enfin, il y a une grosse partie de veille, nous on le voit déjà, mais vous, ça doit être fois 1000 avec tout ce qui peut sortir en un an. C'est des questions qu'on revoit souvent, justement, le nombre de sorties de jeux par an, par éditeur. Ça doit vous prendre aussi pas mal de temps. Est-ce que du coup, comment ça se passe cette partie veille? Est-ce que vous rendez sur des salons? Oui, je me doute. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette partie-là aussi qui est importante dans votre métier? Ça se fait via de multiples canaux, je dirais. À la fois, certains distributeurs, donc qui regroupent des éditeurs, ont des commerciaux, des animateurs qui viennent nous voir en boutique et qui arrivent avec des sacs de jeux. Et puis là, c'est Noël, on découvre. C'est Catribio qui est notre distributeur. Une matinée, oui. Ouais, on a Corentin chez Tribio qui est très 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 sympathique. Ou alors, on peut avoir également des journées régionales. C'est un format que moi personnellement j'apprécie beaucoup parce que c'est un format où on retrouve des collègues. Donc j'ai le bonheur de retrouver Damien souvent et ça permet d'échanger aussi les avis sur des jeux. Je trouve ça très formateur d'échanger des avis qu'on peut avoir, qu'on n'aurait peut-être pas perçu de la même façon si on l'avait vu seul en boutique. Donc ça je trouve super intéressant. Puis après il y a les grands festivals nationaux sur lesquels on va, les deux principaux étant Cannes et Vichy, qui réservent des espaces pour les professionnels. Sur les autres, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'espaces professionnels qui nous sont dédiés. Donc c'est surtout Cannes et Vichy sur lesquels on se déplace. Ça fait 2 moments de l'année pour bien couvrir toute... Ouais, ça couvre pas mal maintenant, surtout qu'il y a beaucoup de visibilité en avance chez les éditeurs maintenant, ce qui était moins le cas avant. Et ce qui est vrai qu'on se rend compte que maintenant on a plusieurs coups d'avance pour pouvoir voir entre les deux festivals, pour pouvoir balayer les news de l'année. Puis après, il y a aussi les infos qu'on arrive à avoir sur les sites éditeurs, les vidéos proposées par les éditeurs ou par d'autres sites d'information ludique ou choses comme ça, et puis des fiches produits. Donc c'est vrai qu'après, il faut réussir à se projeter en se disant ah, attends, je lis une fiche produit, qu'est-ce que ça m'apporte, comment est-ce que je vois le jeu, qu'est-ce que je perçois derrière. Parce qu'avec l'expérience, on arrive à avoir ce truc de se dire ah oui, d'accord, enfin rapidement, on se projette et on imagine le jeu, ce que ça peut être. Alors des fois, on se plante. Donc on commande un jeu, on se dit ah, mais en fait, c'est pas ce que j'avais compris, et du coup, ok, ça va être, c'est pas ce que j'imaginais. Donc voilà. Et puis des fois, des fois ça, on percute bien, puis on a le nez, le flair, on en entend parler, on voit quoi, c'est ça. Non, mais il y a vraiment ce côté-là, ce côté un peu instinct, ce côté qu'est-ce qui va aller dans ma boutique, qu'est-ce que je vais pouvoir intégrer dans mes. Alors moi je dis pas logiquement dans mes circuits de conseil, parce qu'en fait, en gros, quand un client vient, nous on lui pose des questions pour savoir ce qu'il veut. Donc là, je parle du client qui ne sait pas ce qu'il veut. Il va offrir un jeu, parce que le client qui sait ce qu'il veut, ça c'est plutôt facile. Mais du coup, on va le questionner pour essayer de savoir ce qu'il veut. Et puis après, dans nos têtes, on a des noms de jeux qui pop et qui apparaissent, et on va lui présenter 3-4 jeux. Et puis après, on va le laisser regarder et choisir. Et c'est vrai qu'après, il y a des jeux qui se disent ah, tiens, ce jeu-là, il serait très bien pour répondre à cette problématique-là qu'on me pose un peu plus. Et voilà quoi. Des fois, il y a des jeux qui sont des évidences parce qu'ils remplissent des trous dans le. Bon, il y en a de moins en moins de trous, mais il y a toujours des nouvelles catégories de jeux qui apparaissent. Donc en fait, comme il y a de nouvelles catégories de jeux qui apparaissent, il y a des nouveaux trucs. Et c'est ça qui est assez marrant, cette carte mentale ludique qu'on a, je pense, tous les ludicaires, pour se dire alors attends, il veut ça, pour ça, parce que les gens viennent avec beaucoup de contraintes. Ils veulent le jeu parfait. Donc ça, faut qu'on essaie de leur faire comprendre. Et à 10 €. Oui. Et c'est ça, leur faire comprendre que ce qui existe, ce qui n'est pas possible, les différents types, s'adapter aussi à leur connaissance et à leur langage, parce que des fois, quand on utilise des gros mots, genre deck building ou des choses comme ça, les gens, ils sont là, wow. Et voilà. Donc c'est vrai que la veille permet de se dire, ok, j'ai besoin de ça, je cherche ça, il y a ça qui arrive, et puis effectivement, mais à tester des jeux, ça reste quand même la meilleure méthode, et même si je pense que je fais très souvent 2 tours de jeu d'un jeu, et après, on ne va pas trop plus loin, quoi, parce qu'on n'a pas trop le temps en boutique d'avoir le temps de profiter à fond des jeux. Pour ça, il y a d'autres soirées jeux ou du temps perso. On a une petite question, toujours sur un peu le sourcing la veille, de Paul Gara, qui demande est-ce qu'un salon comme Essen est utile pour vous?
Moi, j'y vais plus. J'y suis allé il y a longtemps et effectivement, maintenant, en fait, tout arrive. Avant, il y avait le décalage vraiment de nouveautés qui fait que enfin, qui arrivaient, des choses comme ça mais maintenant, en fait, soit pour les éditeurs, francophones français, les jeux sortent en même temps ou même avant. Enfin, maintenant, il y a plus, cette espèce d'entonnoir Essen. Il y a une effervescence à ce moment-là toujours, je trouve, mais il y a plus, tout sort à Essen et après ça sort à Essen. Là, ça sort dans le mois d'Essen, en général. Mm. Et après, c'est me des trucs qui concernant. soit arrivent chez nous, soit vont arriver chez nous en traduction ou en localisation, des choses comme ça. Et ce sera dans 3, 6 mois. Donc en fait, on n'a pas, enfin, notre disque dur, notre mémoire cache, elle marche pas. Nous, on a besoin des jeux qui sortent maintenant. Ouais. C'est pour ça que sur les festivals, et choses comme ça, toutes les zones proto, bah, c'est sympa personnellement de découvrir des trucs, mais professionnellement, voir un proto qui va sortir dans 3 ans, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas S'il de, sort. voilà. Oui, Oui, c'est c'est ça ça. déjà. Et puis c'est pas une priorité pour nous, quoi. Nous, c'est vraiment qu'est-ce qui va sortir dans les 6 mois parce qu'en fait, moi, je vais devoir le commander, je vais devoir me positionner sur une quantité, je vais devoir en acheter. Donc en fait, il y a ce côté-là, ce côté immédiat entre guillemets, je trouve. Et je pense que la vision SN, elle a beaucoup évolué. Je pense qu'il y a plus cet aspect, une petite pépite à SN qui trouvera pas sa place dans le réseau de distribution. Maintenant, les réseaux de distribution ont gagné en expérience, en maturité, entre guillemets. Et les jeux qui sortent à Essen, même si c'est un jeu allemand, un jeu espagnol, la probabilité que le distributeur français en a entendu parler dans les 6 premiers mois et soit déjà positionné est très importante. Donc il n'y a plus cet effet, alors je sais pas si beaucoup le pratiquaient, mais le ludicaire qui va chercher la petite exclusivité qui sera peut-être le seul à vendre en France parce Bah, qu'il il n'y y a avait plus qu'un qui se entendu déplaçaient avec des parler. camions, ouais. Avec Voilà. des camions et puis qui Ça. faisaient leur stock et choses comme ça. Parce qu'à Essen, il y Bah, avait des trucs rigolos le prix qui changeait en fonction de la journée d'Essen par oui. rapport à si le marché. Tu voyais le prix qui changeait, qui était barré, qui descendait ou qui montait selon la hotness. Là, c'était marrant ça. Mais moi j'ai souvenir que Philibert venait avec un camion en fait. Et je crois que ça fait des années qu'ils ne le font plus parce que en fait les jeux arrivent derrière. Enfin 95% des jeux maintenant qui méritent entre guillemets de l'être arrivent sur le marché rapidement. Ouais. Bah, je rebondis sur le fait que ce que tu dis, c'est que vous, par rapport à votre activité, c'est l'immédiat en fait. Les gens ils veulent des jeux maintenant. Donc il faut que vous puissiez savoir ce qui va sortir. Et ce qui m'intéressait aussi de savoir surtout, c'est, tu l'as dit, c'est savoir ce que la personne attend, surtout sur une personne en fait, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Mais parce que du coup, ça s'entend qu'il y a plein de types de profils qui viennent dans votre boutique. Il doit y avoir des joueurs qui sont plutôt expérimentés, qui sont vraiment implantés dans le monde du jeu. Il y a ceux qui découvrent, qui connaissent un petit peu, mais qui ont peut-être besoin plus d'un accompagnement un peu plus particulier de votre part. Il y a peut-être des curieux, il y a des gens qui achètent, mais pas pour eux, pour d'autres. Comment on arrive, question difficile, comment on arrive à sonder un client, comment on arrive à le comprendre et à pouvoir lui proposer le bon jeu pour lui, pour ses besoins-là? Oh, la question à 1 million. Si, c'est la psychologie, je pense un peu. C'est quelques questions, mais c'est ça qui est charmant dans notre métier aussi. Alors c'est hyper fatigant intellectuellement, ça évidemment, hein, on dort bien, mais quand rentre un papa et sa fille de 3 ans dans le magasin, ben, je peux pas dire si le client c'est la petite de 3 ans ou si c'est le papa en Bien fait sûr. déjà, ou les deux. Donc est-ce que on cherche un jeu de société pour 3 ans ou est-ce que c'est papa qui vient chercher des Magic ou du Disney Lorcana ou autre et après c'est quelques questions. Après moi, je trouve qu'on a une fluidité dans les relations avec les joueurs et les joueuses en magasin. Très vite, la relation elle s'installe. Très vite, ils nous disent à quoi ils jouent et à partir de là, on va chercher. Des fois, ils ont souvent une idée en tête aussi. Et puis, en analysant, on propose, on essaye de proposer 3-4 jeux et puis on avise. C'est vraiment par la discussion qui s'installe, mais avec, je trouve, toujours une facilité assez déconcertante que il y a rarement on bloque en discussion avec les gens et très vite on arrive à trouver, ça a dû m'arriver une trouver fois. quelque chose. Ouais. Une fois où j'ai eu une personne qui a dit non mais c'est trop, j'ai l'impression que vous m'agressez. Ok. Alors, ouais, après c'était Noël donc en fait c'était un peu la course tu vois, mais c'est vrai que puis moi j'ai un débit de parole qui est assez rapide de base, mais du coup c'était assez surprenant. J'ai fait pardon, excusez-moi, je pensais pas à des choses comme ça, mais c'est vrai que tu fais attention. Enfin là, faut parler, enfin faut essayer d'être concis parce que si tu passes trop de temps, la personne elle peut très vite être plate. Enfin, de toute façon il y a aussi tu regardes la personne. Quand tu regardes le regard, tu vois si la personne elle est déjà partie ailleurs ou si elle te suit, elle t'écoute, elle a compris ou elle tique.
Donc, il faut aussi être vigilant un peu au langage corporel. Et c'est vrai que oui, quelques questions, quelques ajustements, et puis après, tu essaies d'arriver à voir. Mais c'est vrai que des fois, faut faire comprendre aux gens. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est aidez-nous à vous aider, parce que si vous nous aidez pas, ça va être compliqué, quoi. Parce que là, des fois, c'est je sais pas, moi, c'est pour mon beau-frère, je le connais pas trop. Oui, mais votre beau-frère, je le connais pas du tout. Donc, qu'on s'aide à un moment pour se retrouver. Et puis après, voilà, ouais, c'est ce que dit Cathy, c'est qu'on souvent, voilà, comme les gens viennent acheter un cadeau pour eux ou pour se faire plaisir ou pour offrir. Donc en fait, il y a une démarche qui est déjà plutôt positive dans la démarche d'achat, entre guillemets, qui fait que les gens sont plutôt détendus puis à la cool. Et donc c'est vrai que la relation, elle se met assez bien en place. Et ils viennent aussi pour ça, en fait, de toute façon. Ils viennent pour du conseil. Donc en fait, ils sont à l'écoute, en attente d'eux, quoi. D'où l'importance d'avoir des boutiques comme vous, des boutiques spécialisées, pour vraiment bien être accompagné dans son choix de jeu, plutôt que d'être, j'allais dire, devant un site marchand. Je comprends pas les sites vraiment spécialisés, mais tu vois, des grandes surfaces, une Fnac, un Cultura ou autre, où des fois on n'aura pas forcément quelqu'un qui... Il y en a des très bons vendeurs, j'en connais plein. N'hésitez pas à m'attaquer dans le chat, mais c'est moins spécifique et moins précis qu'un conseil qui pourrait venir de votre part, parce que vous, c'est vraiment votre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de votre cœur de métier. Moi, je dis souvent... Je pense que les gens qui achètent aussi dans ces magasins-là n'attendent pas, en fait, ils viennent chercher un jeu, le prendre, regarder un petit peu, puis ils n'ont pas envie d'être conseillés, ils veulent faire leur propre choix, et puis c'est vrai que c'est pas la même démarche, je pense. C'est pas la même proposition, ils n'ont pas un catalogue comme le vôtre, alors que vous, on peut vraiment avoir vraiment le jeu bien qui va être fait pour nous, bien spécifique. Je pense que c'est le mot de base qu'utilisait Cathy, c'est que souvent dans les boutiques spécialisées, on a affaire à quelqu'un qui est passionné à la base, donc qui va connaître son produit, qui va avoir à cœur de convaincre la personne. Et selon les circuits de distribution, on a beaucoup moins de chances d'avoir quelqu'un de passionné dans un rayon de GSS, et en GSA, je vous en parle même pas. La probabilité que vous ayez la vente conseil sur du jeu de société en GSA est hyper faible. Je suis d'accord. On a une question qui... je sais pourquoi il la pose. De Premier Feuille, qui me dit, est-ce que vous ressentez un retour pertinent au niveau des ventes quand il y a des animations dans la ville de votre boutique ? Par exemple, dans des animations dans le bar à jeux ou dans des écoles. Je pense aussi quand il y a peut-être un salon à proximité ou un événement. Est-ce que vous voyez l'impact que ça peut avoir sur vos ventes ? Bien sûr, c'est ce que j'appelle le maillage territorial. Donc c'est tout ce qu'on dans une ville où on a une ludothèque, un bar à jeux, les écoles, les kermesses, etc. Donc c'est tout ce qui fait le cœur du jeu dans une ville, et forcément le bouche à oreille est le principal vecteur, en fait, souvent de communication. Donc, on a joué ça chez quelqu'un, on a joué à la kermesse, on a joué à l'école, on a joué à la ludothèque, on a joué à l'association de jeux locales. Il y a un festival, forcément, ça crée une émulation. C'est vraiment la meilleure façon pour nous, finalement, de réussir à vendre, c'est le bouche à oreille qui se fait naturellement, et toute cette vie autour du jeu est indispensable pour nous, et crée en effet fortement des liens entre les différents partenaires. Oui. Et c'est pas tout le temps immédiat, c'est souvent aussi ça plante des graines, entre guillemets. Les gens, ils ont vu ce jeu-là, ils ont une occasion, ils se disent, ah bah tiens, il y avait celui-là qui était pas mal, on va aller l'acheter parce qu'on l'a découvert, effectivement, comme dit Cathy, un peu à droite à gauche. Et c'est vrai que quand il y a des choses qui se passent, ça a un écho forcément après. Pas des fois immédiat quand c'est sur des salons et festivals, tu vois le truc tout de suite, mais des fois tu sens qu'il y a ça se prolonge un petit peu et puis ça dure et ça s'installe dans la tête des gens. Ils ont repéré ce jeu-là, ils le connaissent et tout ça. Et c'est vrai que le bouche-oreille, c'est pareil en termes de vente. Quand il y a un client qui dit à notre client, oh, ce jeu-là il est super, du coup tu sais que tu peux arrêter ton conseil. Tu sais que la personne elle va prendre ce que l'autre lui a dit et voilà quoi. Puis en plus souvent ça marche et ça fonctionne, donc ça c'est assez drôle aussi. Et justement, un peu alors on a un vendeur de GSS dans le chat qui d'après ses supérieurs est un ovni. Donc effectivement dans les GSS on sait sur certains territoires il peut y avoir un spécialiste du jeu. Tu vas peut-être finir dans une boutique spécialisée, Eldarek. Et on avait une question que je vais mettre un peu en lien aussi avec le GBL. Voilà. Alors, Cathy, tu as été longtemps présidente du groupement des boutiques ludiques. Tu es maintenant vice-présidente du groupement des boutiques ludiques. Tu as passé le flambeau, mais tu es resté quand même un petit peu. Damien, tu fais aussi partie du GBL avec toutes les boutiques Sortilèges. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est quoi le GBL? C'est quoi les fonctions du GBL? Pourquoi ça existe? Pourquoi vous y êtes? Qu'est-ce que ça vous apporte?
etc. Alors, le groupement des boutiques ludiques, c'est un groupement que j'ai confondé il y a 7 ans avec Bruno, qui est aussi le co-gérant, ou comment on l'appelle maintenant, Bruno? Co-gérant de Sortilège. Oui, il est toujours co-gérant Sortilège. Oui, Ouais. toujours co-gérant. Et puis un collègue en région parisienne, Patrice de Totem Expo Jeux. C'était l'idée. Alors moi, j'ai des parents qui étaient fonctionnaires. Papa et maman, ils travaillaient dans l'éducation nationale. Et il y avait mais tout le temps du monde à la maison. C'était toujours des apéros tous les soirs. Et en fait, quand je suis arrivée dans le monde du jeu et que j'ai eu la boutique, je me suis rendu compte, mais waouh, mais j'ai pas de collègues de travail du tout. J'avais pas ce groupe autour de moi comme papa et maman avaient à la maison. Je me suis dit, mais waouh, mais comment je peux discuter de mes problèmes? Comment je peux savoir si ce que je fais est bien ou pas bien? Et puis sur des réunions régionales, voilà, on en discute à deux, trois collègues, et puis de fil en aiguille, allez hop, on se motive à 3 et on crée le groupement des boutiques ludiques. Donc ça, c'était il y a 7 ans. Et puis depuis, le groupement il a monté, puisqu'on était cette année 190 boutiques dans le groupement. On en sera malheureusement un petit peu moins cette année, mais c'est du coup un endroit où, enfin c'est pas un endroit, c'est une association qui permet à plein de ludicaires, puisqu'on est plus de 400 je crois, à pouvoir discuter sur des réseaux sociaux, à échanger, et puis à construire des choses aussi. Damien, il est responsable aussi avec moi de la préparation de notre catalogue sélection annuelle qu'on va bientôt préparer notamment. Et du coup, il consiste en quoi, par exemple, ce catalogue? Cette sélection, parce que du coup, c'était pas un catalogue, on se base sur la. Parce qu'en fait, on se rendait du constat que en fait, tous les éditeurs ou distributeurs nous envoyaient leur catalogue de fin d'année en fin d'année. Et donc, on avait des piles de plein de catalogues sur nos comptoirs ou dans nos coins. Et en fait, ça devenait brouillon, pas lisible, pas utile, pas écolo, pour plein de choses. Et on s'est dit, en fait, on n'a qu'à se mettre d'accord pour faire le nôtre, à savoir quelque chose qui rassemble un peu tout ça. Et l'inverse, c'est que c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette sélection. C'est pour ça que c'est une sélection et pas un catalogue. C'est-à-dire qu'on dise aux éditeurs, OK, dans ce que vous proposez dans les nouveautés, ça et ça nous plaît, ça marche bien. Ça permet d'être cohérent pour pas avoir aussi plusieurs jeux qui marchent sur la même plate-bande, d'avoir un peu un équilibre et choses comme ça, et de pouvoir présenter à nos clients une sélection de nous, ludicaires, de jeux, et pas simplement tous les jeux qui étaient disponibles. Donc ça, c'était un peu nouveau, je pense, dans le milieu au début. Et après, ça a un peu surpris les éditeurs au départ, et ça a un peu râlé, mais maintenant c'est très cool parce que maintenant c'est bien implanté, c'est très compris, et puis c'est suivi. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et du coup, ça nous demande du travail parce qu'on se réunit à 9, là cette année, pendant une semaine complète, 8 jours complets à Paris pour voir les éditeurs les uns après les autres sur le même temps. Donc pour pouvoir faire cette sélection. Et après, c'est du coup cette sélection est disponible dans toutes les boutiques ludiques. Donc c'est aussi c'est un gage de qualité parce que c'est une sélection. Il y a aussi toutes les infos sur le groupement derrière, c'est-à-dire qu'il y a les adresses de toutes les boutiques qui en font partie. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui se baladent, les joueurs, en fait, quand ils sont dans une ville, ils vont dans la boutique de jeu. Donc c'est vrai que c'est marrant, comme ça ils regardent, ils disent: «Ah bah oui, ma boutique». Ouais, tout le monde fait ça. Et du coup, il y a aussi ce côté, ouais, on fait partie d'un: «Ah, vous avez le même catalogue?» Oui, on fait partie du même. Ça montre aussi le fait que voilà, on est un groupement, qu'on communique un peu ensemble sur des choses. Des signes de ralliement commun, vous grattez le lobe d'oreille, vous faites des trucs. Oui, c'est ça. On a des badges, on a des choses comme ça. Mais bref, donc le groupement des boutiques ludiques, c'était ça, parce qu'en fait, on est tous des boutiques de taille différentes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grosses enseignes, il y a des plus petites boutiques, et en fait, tu te rends compte qu'on a alors des problématiques qui peuvent dépanner, choses comme ça, quand il y a des gens qui ont des questions sur un tel produit, parce que justement, on ne sait pas, ce jeu arrive, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Est-ce que quelqu'un a pu voir? Parce que moi, j'ai pas pu aller à Cannes, moi, j'ai pas pu faire Vichy parce que je suis tout seul dans ma boutique, ou moi, enfin voilà, il y a un côté solidarité, information. Moi, j'ai un problème avec ça, est-ce que vous, c'est pareil? Oui, non, t'es pas tout seul, ou alors si, t'es tout seul, donc il y a ça. Voilà, ça permet de se remettre en question, de confronter un peu son travail, ses méthodes de travail, de se rassurer, de se dire que ça va bien des fois. Il y a vraiment un côté
pas bistrot comme dire Cathy, mais mais il y a un petit côté comme ça, non mais convivial, qui fait que tu vois, on est tout le temps content de se croiser, de se voir sur les salons, les festivals, les choses comme ça. Et puis ce côté soutien et trucs en commun quoi. Enfin on a fait des paquets cadeaux, enfin du papier cadeau Twinit en chose commande. Il y a la sélection catalogue. Enfin il y a plusieurs trucs qui sont faits en commun. Quand on, par exemple Vichy, on a un hôtel qu'on réserve et puis après ça permet qu'on met à disposition des membres et choses comme ça. Enfin il y a plusieurs trucs qui facilitent la vie de plein de gens puisque certains s'y collent. Alors, ça permet aussi de parler d'une seule voix, ça c'est aussi important, parce que des fois il y a des problématiques qu'ont les éditeurs et les distributeurs et auxquelles ils savent pas comment faire, et ils vont pas appeler 500 boutiques pour avoir leur avis. Donc on est aussi force de proposition et force de réponse pour avancer main dans la main avec nos partenaires. Et ça c'est un sacré plus aussi pour faire avancer les dossiers. On l'a vu en fait ces derniers temps qu'il y a eu beaucoup dans les différentes professions du monde ludique. Donc il y a vous qui représentez les boutiques. On a, c'est la SAGE, je ne dis pas de bêtises, pour les auteurs, l'UH pour les éditeurs. On a la CIL qui s'est créée il n'y a pas si longtemps pour les illustrateurs. J'en oublie encore un, je pense, le réseau des cafés. Le réseau des cafés. Et alors, ils m'ont retiré le nom parce que je ne le souviens plus de tête. C'est le GIGN du jeu, c'est le JS. Voilà. Qui vous regroupe tous. Ouais, c'est ça, le groupement interprofessionnel du jeu de société qui va en effet regrouper toutes ces organisations, avec aussi l'ALF, l'association des ludothèques françaises. On intègre aussi la ruche ludique. Donc la ruche, ce sont ces gîtes, ces gîtes ludiques, et ça permet au GIJS d'aller discuter de toutes les problématiques du milieu du jeu et de porter des dossiers au niveau national. Et justement, les problématiques du moment, c'est quoi les combats du moment au niveau des ludicaires? Et ça peut s'étendre un peu sur le groupement, mais... Sur quoi vous travaillez? Alors, au GIJS, on travaille sur la reconnaissance du jeu comme produit culturel. Donc là, notre difficulté est de réussir à porter un message auprès de tous nos députés et voire auprès du ministère de la Culture. Donc ça, c'est construire des dossiers, expliquer. Ça, c'est un travail de longue haleine. Et le deuxième dossier qui est lié, c'est le Pass Culture, qui nous interpelle particulièrement dans les boutiques, parce que il faut être honnête, ce sont des mannes financières assez importantes, ces Pass Culture, auxquelles on ne peut pas prétendre, puisque le jeu n'est pas reconnu comme produit culturel. Et notre difficulté, c'est que les grandes surfaces spécialisées, que sont les Fnac, les Cultura ou même des libraires, prennent ces Pass Culture puisqu'ils ont des rayons livres. Et puis qu'arrivé à la caisse, parfois, il y a un jeu qui s'est glissé et puis on fait pas attention, c'est pas très grave. Et le jeu passe comme ça. Donc on a des gens qui viennent en boutique avec des Pass Culture et qui ne comprennent pas pourquoi on ne les prend pas, alors qu'ils sont acceptés dans d'autres endroits. Et ça, c'est pour nous une vraie distorsion de concurrence et une vraie problématique. Donc, c'est un dossier sur lequel on essaye d'avancer grâce au GIJS, groupement interprofessionnel du jeu de société. C'est plus facile à dire comme ça. Et oui, puis il y a un projet de loi multipartisan. Donc, c'est-à-dire que c'est pas porté par un seul parti, c'est plusieurs députés qui est un peu en attente qui a été créé par justement le regroupement de plusieurs organismes ludiques qui ont réussi à rentrer en contact, donc pour la fameuse reconnaissance du jeu. Ils attendent que ce soit le bon moment, une fenêtre parlementaire pour le caser, mais c'est vrai qu'on est un peu en attente. Oui, puis c'est un autre niveau en fait, c'est aussi des rouages ou des mécaniques ou des façons de faire que nous on maîtrise pas trop, donc c'est pour ça que c'est vrai que se regrouper avec plusieurs corps de métier, d'autres associations, c'est plutôt bien. J'ai vu tout à l'heure, il y avait une question, on revient un peu, mais j'avais une question de Ludinat qui nous demandait comment vous faites la sélection, comment vous faites le tri dans toutes les sorties qui arrivent chaque semaine. Chaque semaine.
Parce qu'en fait, j'y pense, comme tu parlais de sélection tout à l'heure, au niveau GBL par rapport à la sélection que vous faites. Mais je me dis que ça laisse peut-être la partie une des plus dures pour vous, en fait, de se dire je sélectionne ce jeu et pas celui-ci. Oui, oui et non, dans un sens, parce que non, c'est pas compliqué, parce qu'on a tellement de choix, finalement, que on va finalement piocher ce qui va vraiment nous plaire. Il y a un aspect différent entre ce que chacun va faire dans sa boutique, où on va vraiment sélectionner des choses en rapport avec ces joueurs et joueuses locaux et avec lesquels on discute. Et il y a une différence entre ce qu'on fait aussi lors de la sélection des ludicaires avec Damien, où là c'est beaucoup plus complexe parce qu'il faut qu'on ouvre nos chakras et un jeu qui moi me plaît pas parce que par exemple les jeux de pli c'est pas mon truc, donc je suis dans la même équipe. Boutique, merci, c'est énervant les jeux de pli. On en a très peu à la boutique, mais par contre, c'est des jeux qui sont finalement bien demandés. Il y a beaucoup de propositions. Donc ça, lorsqu'on va faire la prochaine sélection, il va falloir apporter du jeu de pli dans la sélection. Donc là on ouvre nos chakras, on écoute les avis des autres ludicaires et on pense différemment. Mais à la base, pour nous, la sélection, elle se fait par rapport à ce qu'on aime, parce qu'on vend ce qu'on aime. J'ai énormément de mal à vendre un jeu de pli parce que j'y comprends rien, je comprends pas pourquoi il faut jouer là-dessous à ce moment-là, je sais pas. Et tu te fais engueuler au bout de 2 tours parce que mais pourquoi t'as ouvert en cœur? Jamais faut faire ça. Ouais, je veux juste passer un bon moment. Oui, c'est vrai que cette sélection, enfin même pour les boutiques, ça se fait dans ce que tu as vu, ce que tu as aimé, ce qui t'a donné un feeling. C'était cette chose où tu dis, ah bah tiens, celui-ci, je le vois bien dans mes rayons, parce que aussi c'est pareil, moi il y a la question de me dire, tiens, je le mettrai où dans mes rayons, ou comment est-ce que ça va aller, qu'est-ce qui existe à côté, est-ce que ça complète quelque chose, est-ce que c'est, enfin voilà, il y a toujours des choses de se dire comment est-ce que moi je vais pouvoir le proposer après à mes clients et le conseiller, et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être simple à expliquer, parce que des fois il y a des trucs, tu fais, ok, ce jeu est top, mais du coup à expliquer ça va être une horreur. Donc en fait, il faut savoir que nous, le temps qu'on a pour expliquer des jeux à un client est pas. Alors des fois on a le temps, parce que des fois c'est calme, mais des fois on l'a pas. Donc en fait, il y a des fois des jeux qui sont trop compliqués à pitcher ou à donner envie. Donc ce qui est marrant, c'est que là, c'est quand tu travailles en équipe, tu as quelqu'un qui fait ça y est, j'ai trouvé maintenant celui-là, je fais ça, et je vois que ça marche. Et donc en fait, tu rôdes un petit peu ton discours et ton pitch, mais des fois, il y a des trucs, c'est pas évident et tu galères pour vendre un jeu qui est super, mais t'arrives pas à trouver le petit truc, quoi. Moi, je voulais faire un rapide lien avec ton activité à toi, Damien, de jury de l'Asdor. Du coup, si ton expérience, toi, en boutique et ton quotidien en boutique, elle aussi, elle peut t'aider à bien comprendre quel jeu pourrait être sélectionné. Enfin, tu vois, comment toi, tu arrives à faire ce lien? Parce que, je sais qu'il y a différents corps de métier dans le reste du jury. Je disais juste que du coup, oui, en jury de l'Asdor, on utilise... C'est bon, t'inquiète pas, il y a un petit écho, mais c'est bon. Okay. On utilise tout différemment, enfin on a une utilisation du jeu de façon différente par nos profils un peu différents, c'est ça qui est chouette, c'est un peu comme ce que disait Cathy, on est obligé de discuter et d'ouvrir nos chakras avec les autres. C'est vrai que moi en boutique, je côtoie aussi le grand public, parce qu'en fait ce grand public, alors pour moi c'est pas un gros mot, c'est pas non plus des gens il n'y a pas de jugement quand je dis ça, c'est pas le même que celui du milieu du jeu, puisqu'en fait sur les catégories notamment pour l'Asdor, en fait, les gens qui sont dans le milieu critiquent des fois un peu certains niveaux qu'on peut donner à certains jeux, entre guillemets. Et nous, on dit, en fait, vous êtes déjà dans le milieu, donc en fait, vous n'êtes pas concerné par ce label Asdor qui, lui, s'adresse plutôt à du grand public. Donc, effectivement, se dire que, parler de jeu de pli, enfin, un jeu de pli, alors moi, je reprends le côté... le jeu de pli, l'Asdor, The Crew et choses comme ça qui a fait un peu un scandale. Moi, je comprends totalement que ce jeu n'ait pas fait partie de la catégorie grand public, puisque pour moi, un jeu de pli n'est pas grand public. C'est déjà un certain niveau dans le jeu. Si t'as pas de base en jeu de pli, c'est une horreur. Et pour l'avoir animé, expliqué, je me rends compte qu'effectivement, les gens, si t'as pas eu de jeu de pli, enfin, si t'as pas fait de belote avec ta grand-mère comme moi quand t'étais petit, le jeu de pli, c'est inconnu et c'est compliqué. Donc en fait, voilà, il y a ce côté, moi j'aime bien être vigilant avec ça, parce que du coup, j'ai ce contact avec ces gens qui viennent dans nos boutiques une fois par an ou par hasard et qui n'y connaissent rien et avec lesquels il faut faire un peu de pédagogie, expliquer les différents trucs, essayer de comprendre ce qu'ils veulent et choses comme ça. Et voilà, donc ça, mon côté magasin pour l'Azor, c'est vraiment la chose que je défends et que j'essaie de maintenir. Et puis
Ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'après, moi, c'est chouette parce que je multiplie la sélection GBL avec les As d'or. Donc, en fait, ça mutualise, c'est les mêmes choses. En fait, je me tiens au courant des nouveautés, des jeux et choses comme ça. Donc, c'est assez pratique de faire cette double journée pour pouvoir gérer. Mais après, c'est aussi deux objectifs complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait, je note pas les mêmes choses dans c'est pas le même jeu et elle va pas avoir les mêmes notes dans mon planning, enfin dans mon tableau sur l'As d'or que dans le tableau de la sélection GBL, parce qu'en fait ça n'a pas le même impact, ça n'a pas la même visée, la même portée. Donc ça, j'essaie d'y faire attention. Mais t'as même plus besoin de faire du conseil. Quand les clients arrivent dans ta boutique, tu dis attends, il y a les GBL, les As d'or, il y a forcément que des bons jeux dans la boutique. Ça, ils savent pas, c'est marrant parce que des fois j'entends, ça me fait rire quand les gens ils parlent de l'As d'or et choses comme ça, et puis du coup ils jugent, ouais, mais bon, c'est assez marrant parce qu'en fait c'est un peu inconnu parce que le grand public il sait pas qui y a derrière, il sait pas qui même les clients, ils savent pas. Enfin, tu vois, on n'est pas. Enfin, cette année on était un peu plus médiatisé là, cette année, donc je pense qu'il y a un peu plus d'incarnation entre guillemets du jury, et c'est pas plus mal parce que des fois il y a eu un peu de jugement sur les membres du jury qui faisaient n'importe quoi ou des grands trucs, genre le jury de l'As d'or ils aiment pas les jeux à deux, le jury de l'As d'or aime pas les jeux à cocher, sauf que le jury de l'As d'or il change deux, trois qui changent tous les ans, donc c'est pas qu'une personne, c'est différentes personnes, et on n'a pas de consigne et on n'est pas recruté au fait qu'on n'aime pas les jeux à deux ou les jeux à cocher, tu vois. Mais voilà, là c'est bien de montrer aussi que les gens qui sont derrière, effectivement, ce sont tous des gens qui ont un contact avec le jeu de manière complètement différent et complètement pour des moyens, des médias, des utilisations, des publics différents, et ça c'est ça qui est chouette, quoi. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Et avant de passer au quiz, je voulais juste poser une dernière question. C'est est-ce que vous avez observé une tendance en ce moment en boutique, un truc qui vous marque en ce moment en boutique, un type de jeu ou un comportement d'achat, vendre des jeux Les jeux rupture, je trouve qu'en ce moment c'est assez le truc. Voilà, c'est-à-dire que les ruptures rapides de jeu, ça moi ça m'a un peu surpris là ces derniers temps, je trouve. Voilà. Et après en type de jeu, parce qu'après il y a eu tout ce qui était un peu jeu narratif qui était un peu avant, mais ça s'est calmé. Là je pense qu'on revient au jeu serré, au petits jeux, au petits formats, aux petits trucs, je trouve. Il y a des choses, des petites boîtes, des trucs sans qui en envoient pas des tonnes entre guillemets en termes de matériel et choses comme ça, qui sont sur des petits formats ramassés, qu'on peut emmener partout, qui sont assez mais quand même assez profonds. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un petit jeu que c'est un jeu d'ambiance ou c'est un jeu bof, quoi. Du coup, il y a ce côté moi je trouve il y a le côté réduit qui arrive et qui gagne en qualité. Ok. Cathy? Oui, je rejoins en effet Damien. C'est vrai que les dernières nouveautés sont plutôt des jeux où l'emballage, la gestion de l'espace dans les boîtes est plutôt bien organisée, que la débauche de matériel et de figurines, comme on peut en voir un peu trop souvent dans les Kickstarter, où beaucoup de matériel, des grosses boîtes. Ouais, et au contraire, là, il y a vraiment une réflexion sur le matériel, sur les boîtes, qui est vraiment agréable, et qui, pour moi qui vis en zone touristique, en plus, c'est glissé dans des sacs à dos, on reprend le vélo et c'est parti. Donc, et en effet, et c'est comme dit Damien, ce ne sont pas des petits jeux rapides, c'est pas que du jeu apéro, on a des jeux avec de la réflexion derrière dans des petites boîtes, donc c'est vraiment intéressant pour même les publics initiés qui sont moins finalement à la recherche de grosses boîtes avec du matériel. On peut faire des choses compactes et intelligentes avec dans une petite boîte. Donc ça c'est vrai que c'est une tendance qui est plutôt chouette. Ouais. Des petits formats, comme tu dis, qui sont faciles à transporter, qui peuvent se jouer, certains jeux dans l'avion, dans le train ou autre, dans un déplacement. La question de pouvoir d'achat aussi, je pense, qui joue sur le côté... Oui, aussi. Ouais, on se rend compte quand même qu'effectivement, il y a eu... Oui et non. Parce que moi, je trouve qu'au finalement, le côté compact, on va prendre une petite boîte, finalement, on repart pas avec une petite boîte. Finalement, on repart avec 2 petites boîtes ou 3 petites boîtes qui, finalement, font le prix d'une grande boîte. Donc, au final, je suis pas sûre que au pouvoir d'achat, en panier moyen, comme on dit dans nos boutiques, je suis pas sûre que ça diminue au final. Ok. C'est intéressant. Oui, mais c'est bien d'avoir vos retours à vous, parce que vous êtes
en première ligne avec les clients, et puis même pour les personnes qui sont dans le chat pour savoir un peu c'est quoi les tendances, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir aller dénicher chez vous lors de leur prochaine visite des boutiques. Voilà. Et il y avait une dernière question, alors vous répondez comme vous voulez, hein. C'est un peu global. C'est Paul Gara qui demande, est-ce qu'il y a des jeux que personnellement vous ne voulez pas vendre dans vos boutiques, ou peut-être plus généralement, est-ce qu'il y a des types de jeux ou des formats de jeux, en fait dans votre boutique, vous n'avez pas les clients et c'est pas ce que vous vendez, quoi. Les jeux les jeux trop racoleurs, entre guillemets, mais ça s'est calmé, la mode des jeux un peu racoleurs, entre guillemets, un peu provoque, un peu choses comme ça, qui en faisaient toujours un peu plus pour pouvoir être au-dessus de ce qui se faisait. Je trouve qu'à un moment, il y a eu une escalade, et moi, j'avais clairement dit stop sur ça, parce que, voilà, c'était aussi... on propose ce qu'on a envie de vendre, et c'est des choses que, au bout d'un moment, j'avais pas trop envie de vendre, et ça s'est un peu calmé, donc ça, c'est plutôt chouette. Et après... toujours pareil, alors après, c'est des sensibilités, mais sur les trucs un peu trop typés genrés, alors notamment ça c'est un peu sur le jeu enfant, c'est un peu compliqué des fois sur des boîtes un peu roses ou des trucs un peu, voilà, des fois ça reste compliqué à évacuer de nos rayons parce que du coup c'est quand même des choses qui sont quand même demandées, mais c'est vrai que voilà, il y a un peu même si ça je trouve aussi c'est pareil, ça c'est un peu effacé, non? Pas toi? Si, ouais, sur les boîtes rose-bleu, je trouve qu'il y a eu une tentative à un moment donné et qui a été rapidement abandonnée. Je pense que c'est donc ça là-dessus, c'est vrai que là-dessus, c'était un milieu, moi, ma boutique, elle fait aussi du jouet. Donc, pour moi, le jeu de société, c'était un havre de paix, où au contraire, tout est vraiment totalement mixte. À l'inverse, la difficulté dans le monde du jouet de rester inclusif dans tous les sens. Là, le rayon jeu de société, là-dessus, je trouve... on peut vraiment avancer. C'est rare qu'on ait... c'est une grand-mère de temps en temps qui va venir dire je veux un jeu rose pour ma petite fille, mais c'est rare. C'est très très rare qu'on nous demande un jeu genré dans le jeu de société. À l'inverse du jouet, par contre, où ça reste une catastrophe, ça, encore. Ok. On a eu des bonnes réponses à cette question. Très bien répondu. On va pouvoir du coup passer au quiz. Vous pouvez rester avec nous, bien sûr, pour répondre aux questions. Donc, le quiz, comment ça se passe? On a des questions sur les différents sujets qu'on a abordés pendant l'émission. Et puis, notre public va pouvoir donc jouer et donner la bonne réponse dans le chat. Il faut que vous me remettiez les questions, les gars. Merci. Sinon, je les connaîtrai pas. Et puis, le gagnant remportera une boîte de Puerto Banana. Donc, on va pouvoir commencer avec la première question. Alors, c'est une question sur Puerto Banana, bien sûr. J'ai bien fait de le dire. J'aurais juste les questions avant d'expliquer les jeux, sinon une fois je ne peux pas dire la réponse de la question. Combien faut-il accumuler de bananes dans son bateau pour remporter une partie de Puerto Banana? Donc au moins 50, au moins 100, au moins 200, au moins 300. Vous pouvez mettre juste la lettre de la question, de la réponse, dans le chat. Et aujourd'hui, c'est pas Mathilde, c'est Sacha qui va nous aider à calculer qui a bien répondu. Et il sera sans pitié. Alors on a les premières réponses qui vont arriver tout doucement. Est-ce que vous avez entendu cette info, Cathy et Damien? Est-ce que vous avez retenu? Sachant que vous, le jeu, peut-être que vous le connaissez aussi. Ah, non. C'est quoi Puerto Banana? J'ai pas retenu l'info, pourtant j'ai joué justement avec Sacha à Cannes sur Puerto Banana et je me suis rendu compte à quel point je suis nul. Moi, je fais partie de ces gens qui osent pas, qui mettent tout le temps des petits scores et qui se font je suis comme toi. Avoir, quoi. Et en fait... J'adore ce genre de truc, mais je me rends compte à quel point je suis un bisounours, quoi, et que j'ose pas, je fais rien, et je viens tout le temps, voilà. Vas-y, tu mets ce que tu penses, et tu rajoutes 50%. Ouais, c'est ça. Et je pense tout le temps pas beaucoup, et donc ça reste pas beaucoup. Et alors, tu mets ce que tu penses, tu rajoutes 100%. Ouais, faut que je revoie mon échelle. Alors, on a les premières réponses. C'est bien, parce que pour le moment, celles que je vois, c'est les bonnes. Effectivement, c'est au moins 200 bananes. Et si t'as plus, c'est encore mieux, mais c'est au moins 200 bananes. On peut avoir plus de 200 et ne pas gagner si quelqu'un a eu plus au même moment. Question numéro 2, vas-y, je te laisse faire. Ouais. Attends, là. De quelle couleur est le conteneur de Puerto Banana? Est-ce qu'il est A, bleu, B, rouge, C, jaune, D, orange? Sachant qu'on l'a montré, il est visible, il est dans le teaser, il est sur la boîte, il est dans l'explication de partie, il est partout. Alors... Et puis il se voit derrière vous. Ils sont tous partis. Oui, effectivement, il est aussi dans le décor. 2 fois au cas où. Petit indice par chez vous. Alors,
J'ai failli dire si vous n'avez pas la bonne réponse. Bon, il y en a un qui n'a pas eu la bonne. Mais non, ça va, on voit quand même des bonnes réponses. Patrice, fais aucun effort. Regarde ton écran, Patrice. Et il est bien rouge. Il est bien rouge. Alors, troisième question. Ah bah, elle vous concerne, celle-ci. Qu'est-ce que le GBL ? Est-ce que c'est le groupement du Blue Lagoon ? Est-ce que c'est le groupement des bananes ludiques ? J'ai la ref. Est-ce que c'est le groupement de Blue Litchi ? Ou est-ce que c'est le groupement des boutiques ludiques ? Ah, il y a du niveau quand même. Eh, Le mot, c'est pas tu les questions ou comment ça se eh passe ben, même pas, mais je suis fier de l'équipe. On dit merci à Mathilde qui va nous chercher des questions. Le groupement Alors. des bananes ludiques. C'est pas être drôle aussi. Notre ami Patrick aime le Blue Lagoon. Là, je crois que c'est quand la réponse d'avant. Peut-être qu'il aime le Blue ou Lagoon pas, je aussi. sais pas, peut-être. Écoute, Blue Lagoon, moi je dis que ça sonne bien. Alors, tu vois, D, ok, ça c'est la bonne réponse, effectivement. Mais j'adore la B, effectivement. Les bananes ludiques. Elles étaient toutes bien. Aussi. Oui. Alors, attendez, on laisse Sacha récupérer les réponses tout doucement. De faire des additions, de points, Ah, de rapidité. le moment du quiz, il faut être au taquet. C'est Hein. une Là, pour bonne récupérer réponse les bien réponses. orthographiée, c'est plus 1 point. Sinon, 3, 2, c'est 1. un majeur. À 3 points, 2 points, 1 point. C'est ça. Oui, c'est 3, 2, c'est 1. ça. C'est bon, plus ça se- Moi, j'anime, je compte pas. Je vous ai dit que j'arrivais pas à compter. C'est vrai. Le prochain Next Station Ah oui, est ça, vous dédié savez, à la ça. ville suivante. Est-ce que c'est Paris A? Est-ce que c'est Pékin B? Est-ce que c'est Toulouse C? Est-ce que c'est Berlin D? Est-ce que c'est Saint-Père-Marc-en-Poulet E? Alors, on n'en a pas parlé dans l'émission, effectivement, de Next Station. Enfin, on en a parlé un tout petit peu. Même pas, je sais plus. Mais bon, je pense que maintenant, vous le savez, c'était le jeu qu'on mettait en exclusivité à Cannes, Mais- dont on a publié le teaser hier sur les réseaux sociaux. Et donc, beaucoup de gens attendent. Qui est dispo sur BGA en alpha. Ah si, je l'ai dit, je me souviens. Bon, ça va, on en a parlé alors, c'est bon. Parle jamais assez de Next Station Paris. Et à Toulouse, t'as dit aussi. Oui, c'est Et vrai. à Saint-Pierre-Marc-en-Poulet. Et à Oui. Saint-Père. Et bah ben oui, voilà. c'est vrai, parce qu'il sort, Partout. il sort la semaine Vous prochaine. n'avez aucune excuse pour ne pas jouer à Next Station Paris Ah. dans les Il y a semaines une qui viennent. proposition Tourcoing, si tu veux. Coin. C'est bien. Alors, bah, c'est bien, on voit des bonnes réponses. Mais en même temps, sur cette question, j'avais pas trop d'inquiétude, hein, tu me diras. Non. Et où Alors... la question piège du coup? Ouais, non, la dernière, en plus, je viens de me dire, j'avais pas vu la question, j'ai dit la réponse juste avant, mais du coup, ça veut dire, est-ce que vous m'avez entendu? C'est la date de sortie de Next Station Paris. Est-ce qu'il sort le 10 mai, le 31 mai, le 3 mai ou le 17 mai? Il y a un piège, c'est pas dans l'ordre chronologique. Alors, on attend un petit peu. Bien testé sur BGA. Ah bah voilà. Bah n'hésitez pas hein, d'ailleurs à nous faire vos retours sur la version alpha du jeu. Et même sur les autres aussi, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Next Station London et Tokyo sur BGA. C'est possible qu'on y rejoue cet été aussi, on est en train de voir pour nos lives de l'été. Donc c'est possible que vous puissiez nous affronter à nouveau cet été. Mathieu, Lisa, je pense que c'est go aussi, si elle a envie. Si vous voulez mettre la pâtée à moi, c'est moi, parce que moi je suis pas bonne, mais c'est go, vous pouvez la défier sur BGA. Oui, je lance comme ça moi je lance des combats comme ça. C'est pour toi, gratos. Alors, est-ce qu'on a des réponses qui arrivent? Oui. Et la bonne réponse, c'est très bien. Vous avez enregistré que Next Station Paris sort le 3 mai, a.k.a. vendredi prochain, la semaine prochaine, et donc disponible sur les festivals de la semaine prochaine. Je dis oui à Sacha, comme ça il est pas en attente. Oui, et C'est ben... une question voilà. il y a un chat secret, c'est le dark chat. Et rien à voir avec la bestiole qui se balade chez Cathy depuis tout à l'heure. Oh, on l'a pas vu là, ça. Là va, il a vu la télé, il est parti au courant. Eh ben, le temps que Sacha nous calcule les résultats, je voulais à nouveau vous remercier d'avoir accepté l'invitation parce que c'était chouette de pouvoir vous recevoir tous les deux. On est très contents de tous les invités qui viennent nous voir dans la BO News. On essaie de pouvoir mettre en avant différents corps de métiers et c'est vrai qu'on n'avait pas encore fait votre métier à vous. On avait reçu des illustrateurs, des animateurs, des distributeurs, des éditeurs, Des auteurs. des auteurs, oui. Il manquait plus que vous, les ludicaires. Le meilleur pour la fin. T'as dit pas il manquait plus que vous, ça se trouve on va trouver Il y a d'autres peut-être d'autres trucs métiers d'après, qui on va vont leur se dire créer, la même et chose, go, là puis où après, que j'ai on pas va dire, encore en tête, oh, c'est possible. c'était nous les meilleurs les derniers. Laisse-moi faire des compliments aux gens. Bon, on les aime tous. Mais voilà, c'était vraiment un Mais c'est plaisir. souvent de une vous étape, c'est vrai que j'en parlais rapidement sur Facebook quand j'ai partagé le truc hier. Ben, en fait, les parcours ludiques de pas mal de gens, au final, c'est on nous fait tester un jeu dans une soirée, un truc comme ça, puis ben, on finit soi-même par se rendre chez un ludicaire. Et c'est là qu'on dit, ouais, il se passe tout ça, je pensais pas que ça existait, etc.
Bah, je pense que quasiment toutes les personnes du milieu du jeu ont ce souvenir de la première fois qu'ils sont rentrés chez un ludicaire, voir quel jeu ils ont acheté, quel jeu leur a été conseillé. C'était quoi ton premier, toi? Et ben moi justement c'était la caverne du Gobelin à Metz, parce que mon grand frère Thibaut, voulait hein. les aventuriers, voilà Thibaut, il voulait les aventuriers du rail Europe. Alors, mon grand frère il a 7 ans de plus que moi, et du coup c'était à peu près un peu avant ses 30 ans, il voulait un jeu de société, donc déjà on était tous un peu surpris, hein. C'était encore t'es grand et tu veux un jeu de société. Et j'étais rentré dans cette boutique parce que j'ai acheté des cartes Magic quand j'étais un peu plus jeune. Je me suis dit, a priori, il y a des chances qu'il ait ça, parce que forcément, on ne le trouvait pas dans les autres magasins. Et effectivement, je l'ai acheté, je l'ai offert, j'y ai joué, j'y suis retourné en mode, j'ai aimé ça, qu'est-ce que je peux aimer d'autre? Je crois que j'ai eu droit à la guerre des moutons. Il m'a proposé la guerre des moutons j'ai eu du Gambit 7, voilà, c'est à peu près cette période-là. Moi, ça fait pas 20 ans, mais ça commence tout doucement à faire une quinzaine d'années bien tassées quand même. Tu vois, quand je sors des refs au boulot, mais on connaît pas. Et bah, c'était la petite anecdote de Mathieu, le temps qu'on puisse avoir notre classement. Donc, allez chez vos ludicaires, dit j'aime bien. Oui, tout à fait, je confirme. Alors, en troisième position, nous avons Nardis, qu'on connaît bien. Nous avons donc une égalité à la première place. Donc, du coup, on va pas faire de deuxième, mais on va faire deux premiers. En fait, on fait comme dans Puerto Banana. Voilà. Quand il y a une égalité, bah, les deux, ils gagnent. Les deux, vous allez pouvoir gagner un jeu. Donc, ici, il s'agit de... Alors, je sais pas comment le prononcer. Scampu. Voilà. Et Eldarek, du coup, pour pouvoir récupérer votre exemplaire de Puerto Banana, il faut nous envoyer, c'est des chuchotements sur Twitch, un petit message privé au compte de Blue Orange News pour qu'on puisse récupérer vos coordonnées et pouvoir vous envoyer un Puerto Banana chacun. Donc il y a 2 gagnants cette année. Cette émission, je suis fatiguée. 2 gagnants pour cette émission. Et voilà, parfaite prononciation de ta part. C'est parfait. Quand on veut avec de la conviction, tout passe. Eh ben, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette BO News consacrée au métier du ludicaire. À nouveau, merci à Cathy et merci à Damien d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous. N'hésitez pas à suivre Merci le groupement beaucoup. des boutiques ludiques sur les réseaux sociaux puisque vous êtes présents. Voilà, si vous avez des questions à leur poser, ils seront ravis de pouvoir vous répondre. Et puis, bah, je crois qu'on est bon. Du coup, on va pouvoir, comme à chaque BO News, dire on va enfin aller manger. C'est notre mot de fin. Bon appétit tout le monde et bonne journée. Et à très bientôt, ici, sur les réseaux, partout. Salut! Salut.